Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode dans lequel je vais vous parler d'entrepreneuriat quand on est concerné peut-être encore plus particulièrement par l'hypersensibilité parce que c'est souvent un piège ou en tout cas une crainte qui concerne les entrepreneurs qui sont hautement sensibles. Comment on surfe sur cette vague de l'entrepreneuriat, sur son business quand les choses vont bien ou moins bien, comment on régule notre haute sensibilité. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans le déploiement de notre activité ou au contraire, quels sont les pièges et comment on peut les dépasser. Ce sont toute une série de questions qui me sont très très souvent posées et j'ai envie de vous parler de mon expérience à la fois en tant qu'entrepreneuse parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus et puis aussi certains exemples de personnes que j'ai eu la possibilité de rencontrer ou d'accompagner sur cette thématique. Ce que je vais faire, c'est vous partager une série de constatations, une série de conseils, évidemment dans le but, puisque vous me connaissez si vous avez déjà écouté mes podcasts, le but c'est vraiment que vous ayez des éléments pour que ça se passe le mieux possible et que vous ayez une idée de ce à quoi être vigilant si vous vous êtes pas encore lancé ou même pendant, si vous êtes déjà en activité, de toute façon, l'idée, c'est de vous équiper. Un point auquel je vous invite à être excessivement vigilant, et ça concerne une série de questions qui vont concerner les personnes qui sont peut-être pas encore lancées, c'est de savoir pourquoi vous voulez démarrer une activité à titre personnel, une entreprise, quel est le sens que vous donnez, quel est l'objectif que vous donnez et d'où ça part cette histoire-là. Et le d'où ça part, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que on peut sentir un projet qui naît parce qu'on a envie de répondre à un besoin du marché et très souvent le besoin du marché c'est avant tout quelque chose qui nous concerne personnellement. En tout cas, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes et c'est mon cas quand j'ai commencé à développer mon activité alentour du haut potentiel, c'est parce que je cherchais à répondre à quelque chose qui n'avait pas été possible pour moi. Donc le congrès Douance, par exemple, je trouvais dommage qu'il n'y ait pas toute une série de personnes qui puissent croiser le regard et puissent amener des éléments qui sont pas forcément des grands spécialistes du haut potentiel, mais des astuces, des conseils, des apports qui viennent de personnes qui sont concernées par le haut potentiel, mais qui ont une autre expertise. Et je trouvais que c'était assez intéressant de croiser ces regards. Et moi, ça m'a manqué dans la découverte, dans mon haut potentiel, de ne pas avoir ce type de retour et puis de solutions. Hein. Ça, la question, mais ok, je fais quoi avec ça? Elle trouvait pas de réponse et donc cette partie de mon activité telle que je la déploie aujourd'hui, elle est partie de là, de ce sens-là. Donc voilà, ça c'est une manière de faire. Il y a des personnes qui déjà enfants rêvent de contribuer à une cause en particulier ou de monter un projet spécifique parce que ça a émergé. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai juste un point de vigilance parce que j'entends régulièrement des personnes et ça a été mon cas dans ma première expérience professionnelle puisque je me suis lancée à plusieurs reprises. C'est pas ma première activité. Mon tout premier lancement en tant que travailleuse autonome indépendante où j'ai développé mon activité, j'ai lancé un magasin de décoration cadeaux. À l'époque, je travaillais dans une grosse boîte et j'avais fait le tour. Et je n'étais pas satisfaite de ce qu'on me proposait comme nouvelle possibilité.
Et j'ai toujours eu envie de me lancer comme entrepreneuse, mais j'étais en train de fuir quelque chose. Alors, c'était pas très très fort cette fuite, hein. C'est pas que j'ai pas de vécu de harcèlement à ce moment-là ou de choses comme ça. Euh, mais néanmoins, c'était quelque chose que je ne voulais plus et qui commençait à me peser, qui a créé le fait que j'ai cherché à remplacer par quelque chose. Et donc, ça ne venait pas du sens de quelque chose. Je suis partie avec plein d'idées, je pourrais faire ceci, cela, etc. Et les opportunités qui se sont mises en place. Mais j'ai déjà raconté cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi j'ai lancé un magasin de décoration cadeau avec un concept qui aujourd'hui est très en vogue, mais qui n'existait pas spécifiquement à l'époque. Donc il y avait déjà ce côté précurseur. Donc en fait, la maison était décorée, hein, j'étais dans mon lieu de vie, enfin une partie de mon lieu de vie. Il y avait quand même une partie intimité, mais dans laquelle chaque pièce était décorée comme si on pouvait y vivre, et j'y vendais absolument tout ce qui pouvait être intéressant, ou une bonne partie de ce qui pouvait être intéressant pour décorer une maison. Et en fait, j'ai adoré lancer le projet parce que ça, aujourd'hui, je suis très au clair avec le fait que moi, je suis une femme de projet. Lancer un projet, coordonner, me renseigner, c'est quelque chose qui m'éclate vraiment. Par contre, euh, je n'avais pas tout mesuré. Parce qu'une fois que le projet a été mis en place, que le magasin a été ouvert et que je me suis retrouvée assise le premier soir du lancement, de l'ouverture officielle du magasin, je me suis retrouvée assise derrière mon comptoir caisse, parce que c'était vraiment ça, et que je me suis rendu compte que j'allais être coincée pendant des semaines. De temps en temps, évidemment, j'allais faire des salons, j'allais chez les fournisseurs, etc. Mais néanmoins, j'étais du matin au soir coincée derrière ce comptoir ou à échanger avec les gens. C'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que je m'étais leurrée et que j'avais fait une erreur. Donc, je me rappelle très bien de ce moment, j'en ai pas forcément parlé tout de suite, mais le jour où je me suis rendu compte que je venais d'investir beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie sur quelque chose dans lequel, sur un projet, enfin c'était plus qu'un projet, c'était lancer un business dans lequel je m'étais coincée, ça fait un peu mal. Et d'ailleurs, j'ai fait un burn-out très rapidement dans les 3-4 ans qui ont suivi et qui a mené à une réflexion qui m'a permis de lâcher et de fermer. Mais ça n'a pas été une expérience très facile au niveau financier. Elle a été très, très porteuse. Je m'en suis relevée au niveau d'apprentissage sur moi, mais voilà, ça n'a pas été confortable. Donc, je pense, alors après, toute expérience est bonne à prendre, hein. Moi, ça sera à refaire, je le refais. Mais j'ai répondu au fait de vouloir fuir quelque chose et non pas d'aller vers quelque chose. Et ça me semble vraiment important de clarifier ça quand vous travaillez sur votre projet. J'entends aussi beaucoup de personnes qui ont vécu des choses très compliquées en entreprise, même qui peuvent aller jusqu'à du harcèlement. Et qui du coup veulent plus du tout travailler pour d'autres personnes et qui décident de s'installer. Et ça, pour moi, c'est un vrai piège parce que ça n'a pas nécessairement, sauf si vous l'avez travaillé évidemment, mais ce qui n'a pas été résolu, qui s'est manifesté en entreprise ou face à un employeur, se remanifestera si ça n'a pas été travaillé dans le contexte professionnel indépendant. Ça, pour moi, c'est une certitude. Donc, c'est un leurre de se dire que tout est facile quand on s'installe à son propre compte. D'ailleurs, pour la petite histoire, si je partage encore mon expérience, euh, quand j'étais, donc peu de temps après que je me lance, j'ai vécu une expérience excessivement douloureuse qui a mené à un joli travail sur moi et à la possibilité aujourd'hui d'en parler avec fluidité. Mais j'ai vécu cette expérience douloureuse chez un de mes clients, dans une entreprise de formation, on va l'appeler comme ça, où j'avais une bonne partie de mon chiffre d'affaires, j'ai vécu du harcèlement. Et moi, je me rendais pas compte que c'était du harcèlement. C'était pas clair. Alors, j'ai été bien entourée et heureusement, parce que ça, je pense aussi que c'est un des pièges de l'entrepreneur, c'est d'isoler. Cette expérience a été à la fois compliquée et très révélatrice parce que c'était tellement dur qu'à un moment donné, j'ai renoncé à mon contrat avec cette entreprise. C'était un contrat de formation et je me rappelle très très bien, pourtant c'est il y a très longtemps, je ne savais pas du tout que j'étais concernée par le haut potentiel à l'époque, l'hypersensibilité oui, et j'ai renoncé à 30 jours de formation. 30 jours de formation dans le calendrier d'un formateur,
Ça représente en général un formateur qui tourne bien, correctement, ou en tout cas qui vide son activité. Il a au moins une centaine de journées, dont 30, c'est 30% de votre chiffre d'affaires. Et les formations, elles sont prévues bien longtemps à l'avance. Donc, quand j'ai renoncé, je me disais que je n'allais pas pouvoir remplacer, que j'allais perdre 30% de mon chiffre d'affaires. Et pour vous dire combien ça a été douloureux, mais ça parce que je n'avais pas encore travaillé cette partie-là. Donc, être à son propre compte, mon propos, c'est juste ici de vous dire que c'est pas forcément quelque chose de simple, que ça peut réveiller des blessures, ça peut réveiller certaines choses, et d'où aussi l'importance de s'entourer. Alors en même temps, j'ai envie de remettre du positif là-dedans. Cette expérience dont je vous parle, je me suis respectée, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je me suis fait confiance, et par miracle, ou en tout cas la vie a mis sur mon chemin un partenaire de formation qui justement recherchait des formateurs en urgence, et ça a été un long partenariat et un beau partenariat pendant pas mal d'années qui m'ont permis non seulement de remplacer ces 30 journées, mais d'aller même beaucoup plus loin avec ce partenaire. Donc, à la fin, c'était cadeau, mais ça, c'est aussi le côté positif et les revirements qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc je pense que ça, ce sont des points éléments. Alors, je vous parlais de vous entourer. Il y a à la fois cette capacité de pouvoir travailler seul. Chez moi, c'est aussi un besoin. Je n'aime pas être entourée trop souvent, j'en parle assez souvent. J'adore bosser toute seule à la maison. Et c'est pas grave si je parle pas à quelqu'un pendant toute une journée, moi ça me va bien. Alors ça ne me va pas pendant un mois, mais c'est ça à trouver. Quel est votre équilibre là-dedans? Et donc je pense que c'est important de se constituer un réseau à différents niveaux. Moi, j'appelle mon réseau, il y a dans mon réseau des alliés, dans les personnes qui, c'est un peu des cheerleaders, les copines qui, quand il y a quelque chose dont je suis fière, je vais dire, ouais, génial, ça y est, on a recruté les deux nouveaux dans l'équipe, ouais, génial, Nat, c'était super. Bon, voilà, moi j'ai besoin de ça. Euh, et à qui je veux aussi pouvoir partager, oh purée, que c'est dur pour le moment. Euh, elles ont rien à voir dans mon business et bah, ça peut-être même pas le contenu, mais elles sont là à me dire ouais, tu bosses beaucoup pour le moment, c'est compliqué, t'as changé ça et ça et je me sens entendue et écoutée. Donc ça, ce sont tous des alliés et pas forcément des gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. C'est également, et je partage ça parce que c'est important pour moi, à ce groupe de copines et deux amies plus particulièrement à qui j'ai dit si un jour ma notoriété fait que je commence à me la péter, excusez-moi l'expression, mais au moins c'est clair. Me prendre la tête et à partir dans un snobisme ou que sais-je, dites-le moi, ramenez-moi sur terre les filles parce que je ne veux pas. Voilà, manifestement, elles n'ont pas eu besoin de le faire, mais on rigole de ça assez rapidement, assez souvent, pardon, parce que c'est aussi ça que je leur demande. Et ça, c'est chouette. Et sont des alliés, et moi, je suis aussi leur allié dans leur projet, même si elles n'ont pas toutes les deux, en tout cas les deux proches, leur propre activité. Il y en a une qui en a et l'autre qui est employée. Quand il se passe quelque chose au bureau, même chose, elles partagent, et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Dans mon entourage, j'ai aussi, depuis un moment, j'ai toujours un mentor ou un lieu où je vais pouvoir travailler sur mon activité avec quelqu'un dont c'est le métier, que ce soit du coaching, du mentorat ou quelque chose comme ça, et qui va vraiment, de par son expérience et son expertise, m'aiguiller sur les actions à mettre en place, parce que je ne sais pas toujours. Moi, je sais qu'au début, le congrès, je faisais ça très, très naïvement. Puis la première fois que j'ai travaillé avec un mentor, il m'a posé des questions. Il m'a dit, mais Nat, comment est-ce que tu veux gagner de l'argent avec ton congrès? Tu vas continuer à en perdre et c'est pas vivable pour toi. Et en fait, il m'a dit des choses auxquelles j'avais juste naïvement même pas pensé. Donc, un mentor, ça sert à ça aussi. Un mentor, ça peut aussi vous aider dans votre mindset. Moi, Martin Latulipe, qui est un de mes mentors, m'a très très vite montré que ça ne servait à rien de lancer plein de choses tout le temps parce que je dispersais mon énergie et que c'était plus intéressant de récupérer cette énergie-là au profit, par exemple, du congrès d'Ouance et d'en faire quelque chose qui
permettent à beaucoup plus de personnes de comprendre leur singularité et de toucher beaucoup plus de personnes. Et donc je l'ai écouté, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça a été excessivement porteur. Vous pouvez vous entourer aussi de collègues. Je trouve toujours très chouette d'avoir des collègues qui font des choses similaires à ce que vous faites, alors soit sur la thématique, soit sur la manière de faire. Donc moi, thématique, des collègues qui sont concernés par le haut potentiel, des coachs, des psys, mais aussi des personnes qui travaillent en ligne, parce qu'il y a toute une série de possibilités d'échange d'idées que je trouve vraiment très très chouette et très porteuse. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, n'oubliez pas non plus toute la partie réseau, le networking. Alors, aussi bien dans ce que vous pouvez apporter, moi j'aime bien donner. Je trouve que c'est important, alors en fonction évidemment de mon agenda, de mon temps, etc. Et puis, je reçois beaucoup aussi. Et donc, participer de temps en temps à des réseaux d'affaires, à des événements dans lesquels j'ai quelque chose de commun avec les personnes et d'avoir un réseau. Il m'arrive parfois que les gens me demandent, tiens, est-ce que tu peux me conseiller, je sais pas, est-ce que tu as un prestataire sur telle ou telle chose? Ah oui, tiens, écoute ça, je pense que ça matcherait bien avec toi, je te renvoie. OK? Toujours dans la limite aussi, c'est ça qui est compliqué, hein, parce que où trouver cet équilibre dans le fait de donner et en même temps de pouvoir s'occuper son business. Mais en tout cas, s'entourer, c'est quelque chose de vraiment super important. Alors, j'ai envie aussi de vous parler du multipotentiel, mais pas tout azimut. Alors, beaucoup de personnes qui m'écoutaient et qui veulent se lancer sont des personnes qui veulent aussi se lancer parce qu'ils ont plein d'idées, qui veulent faire plusieurs choses, que ce sont des couteaux suisses, ils veulent lancer plusieurs projets en parallèle, mais c'est compliqué à trouver en entreprise, un job qui leur permette de faire ça. Et en plus, s'il y a de la créativité, ça peut parfois être compliqué. Et donc, qui vont faire le choix de se lancer pour ces raisons-là, pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Après, comment on va mener ça? Comment on va avancer pour à la fois répondre à nos besoins, d'être nourris sur la curiosité, le fait de faire différentes tâches, de s'adresser, de mettre en place plusieurs projets, sans s'éparpiller et s'épuiser, parce que pour moi, c'est une vraie question qui s'est posée à plusieurs moments dans ma vie professionnelle. Alors, avant ça, je voulais faire la différence entre deux terminologies, puisque moi, je me suis un peu perdue là-dedans. D'ailleurs, dans mon livre, je réécrirai une partie de cette partie, pas le chapitre entier, mais quand j'en parle, parce qu'aujourd'hui, j'en parle autrement. Il y a ce qu'on appelle les slashers. Les slashers sont les personnes qui font plusieurs boulots, mais à l'origine, ces personnes sont des personnes qui ont eu besoin de faire plusieurs jobs pour arrondir leur fin de mois, par exemple. Et donc, c'est pas nécessairement parce qu'ils ont envie de faire plusieurs jobs différents, mais c'est parce que il y a le besoin, effectivement, de faire ces jobs pour différentes raisons. OK? Le multipotentiel, alors il peut aussi être slasher, mais dans la notion de multipotentialité, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de faire plusieurs choses et d'être bon même d'avoir ce potentiel et de pouvoir l'exprimer dans diverses activités, parfois de nature tout à fait diverses et opposées même. Et de rassembler tout ça dans leurs activités. Donc le point de départ n'est pas le même. Après, c'est une question de terminologie, c'est pas très important, mais je pensais que c'était important de redéfinir ça. Ce qui me semble important, que vous soyez concerné par la haute sensibilité, multipotentialité ou au potentiel, c'est de revenir à ce qu'on appelle votre zone de génie et d'être très vigilant, de faire la différence entre votre zone de génie et votre zone d'excellence et de compétence. Je rappelle que les compétences, vous pouvez avoir des compétences très pointues, mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos compétences si ça ne vous enchante pas. Moi, il y a des choses que je fais très bien, mais que je n'ai plus envie de faire. Ou que je n'ai jamais eu envie de faire. C'est pas parce que je fais bien les choses que je suis obligée de les faire.
et je peux même être excellente sur certaines choses, mais je n'ai plus envie, je fais le tour. Je préfère les déléguer. Ok? Et donc ça, c'est vraiment très, très important d'être au courant, d'être au fait, d'analyser ces zones-là et de pouvoir avancer dans votre zone de génie. Certaines personnes appellent ça la zone de brillance. La zone de génie, c'est vraiment ce dans quoi vous êtes bon, ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, a priori, pas le temps passer. Et c'est peut-être même le petit truc que vous faites avec une telle unicité, avec une telle coloration que personne d'autre va pouvoir le faire comme vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur. On n'est pas dans cette notion-là. On va juste dire ça, c'est son truc à elle. Je sais qu'un jour, ben, c'est une question que mon mentor Martin m'a posée. Je ne sais plus dans quelle problématique j'étais. Et il m'a demandé, mais tiens, toi, quand tu es avec quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Puis on s'est rendu compte que moi, ce que j'adore, c'est animer un groupe, poser des questions, voir un groupe qui fait ses prises de conscience. J'adore questionner. Et c'est pas pour rien que dans le congrès du 11, j'ai un format interview parce que, d'ailleurs, ce que Martin m'avait renvoyé, il m'a dit, toi, tu es excellente en interview et de manière très spontanée. Tu peux aller dans le flow, tu connectes aux gens, on se sent à l'aise avec toi, etc. Et ça fait partie d'une de mes zones de génie. OK? La capacité de mettre en place des projets, de les organiser, c'est aussi une de mes zones de génie. Qu'est-ce que je pourrais donner comme zone de compétence? Alors, zone de génie, il y a l'écriture, par exemple. Zone de compétence, je peux, par exemple, facilement faire des vidéos. Je fais des bonnes vidéos, etc. Mais c'est moins mon truc. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le podcast. Il y a le format podcast, c'est un format qui me convient vraiment très, très bien. Je suis assez bonne à construire des procédures, mais ça me saoule. Donc ça, c'est une zone d'excellence. Mais j'ai délégué cette partie-là dans mon entreprise aujourd'hui. Alors, j'ai pas pu le faire au début. Ça a été super parce que j'ai pu faire tout ça. Quand on démarre, on démarre tout seul. Mais c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais ce que je transmets à mon équipe. OK? Alors, si vous faites plein de choses, plein d'activités qui vous nourrissent, etc., moi, je vous invite toujours à revenir à votre axe. C'est quoi le fil rouge? Alors, les HP, on est super doués pour trouver un fil rouge qui est pas très droit. Hein. Moi, d'ailleurs, au début, je faisais du feng shui, de la formation en entreprise, du coaching en individuel, et encore, je sais plus quoi, parce que j'ai fait tellement de choses. Et donc, en fait, qu'en fonction de la personne que j'avais en face de moi, quand on me demandait ce que je faisais, c'est évidemment, je n'avais pas le fil rouge, donc je n'avais pas l'expliquer. Donc, un coup, je disais du feng shui, un coup, je disais, je donnais formation en communication en entreprise, ce qui faisait que, je sais pas moi, 6 mois plus tard, 1 an ou 2 ans plus tard, la personne à qui j'avais dit que je faisais du feng shui, ah, regarde, je te présente Nathalie, elle fait du feng shui. J'en faisais plus à l'époque déjà. Et donc, en fait, ça me saoulait parce que j'avais pas envie d'être comment présenter comme ça parce que c'était pas que ça et ça n'était plus ça en plus parce que en tant que multipotentiel j'aime bien changer et c'était déjà le cas à l'époque et je m'étais autorisée à laisser ça plus au niveau du hobby que de ce que je voulais amener dans mon travail. Donc je pense que c'est intéressant de tirer le fil conducteur. Si vous voyez ce que je fais aujourd'hui, moi mon fil conducteur c'est vraiment au potentiel, multipotentiel et haute sensibilité et vous accompagner à trouver des clés d'épanouissement pour vous réaliser, peu importe au stade où vous en êtes. Donc ça, c'est vraiment, c'est ça mon fil rouge. Mais ça peut prendre plein de formes. Et c'est là où, comme il y a un seul fil rouge, et qui me permet effectivement, quand il y a des projets qui me viennent à l'esprit, des idées, etc., c'est est-ce que ça rencontre ce fil rouge ou pas? Et bah, j'élimine ceux qui sont pas en phase avec ça parce que sinon je me perds. Alors c'est peut-être l'âge, j'ai plus besoin de me centrer aujourd'hui. Ça c'est moi, voyez ce qui est important pour vous, mais en tout cas posez-vous la question. C'est ça qui me semble important. Moi en tout cas ce que j'ai pu rencontrer en tant qu'entreprise, j'ai longtemps travaillé avec différents publics parce que j'aime bien ça. Mais au plus vous travaillez avec des publics différents sur des sujets, même s'ils sont les mêmes, au plus ça va vous demander de communiquer de manière différente. Donc moi, tout au début, quand je me suis lancée, plusieurs personnes m'avaient dit, tu vas avoir besoin de plusieurs sites, un pour l'entreprise, un pour le particulier. Alors je les ai pas écoutés, puis j'avais pas les sous pour le faire. Et en fait, mon site, il parlait pas clairement ni à l'un ni à l'autre, puisque j'ai essayé de trouver un compromis. Et le jour où j'ai séparé
J'ai fait un site pour les personnes, les particuliers, et j'ai laissé tomber celui de l'entreprise parce que j'ai trouvé des partenariats. Ben, quelque chose qui s'est passé. Donc, voilà, je me suis fait accompagner sur ça aussi, hein. Je vous disais tout à l'heure, les mentors, moi, il y a un mentor qui est devenu une amie, Laurence Galambert, qui m'a vraiment aidé aussi c'est amusant de me rappeler de ça maintenant en vous en parlant, mais qui m'a aidé à cibler une de mes grandes peurs. Je lui ai dit, mais si je ne travaille qu'avec les hauts potentiels, je vais plus avoir assez de travail. Et elle m'a regardé en souriant. Je vous parle de ça, il y a de l'émotion quand je vous en reparle. C'était il y a 7 ou 8 ans. Elle m'a dit, si, au contraire. Tu vas vraiment te focaliser sur une niche, tu vas parler spécifiquement à un public et je te promets que tu vas avoir des résultats en retour. Et effectivement, merci Laurence, si un jour tu écoutes ce podcast, parce que c'est elle qui m'a vraiment encouragée à mettre en lumière et à parler des motifs talentueux. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Parce que moi, je trouvais ça très fun, mais j'étais juste prête à utiliser la terminologie à la maison avec mes beaux enfants et mes copines, mais certainement pas à mettre ça en avant pour un business. Et c'est elle qui m'y a encouragée, d'où l'importance d'être entourée par les personnes qui vous aident à vous connecter à votre audace et qui croient en votre projet et en vous, hein, vraiment essentiel. Je trouve un dernier point, que ce soit quand vous essayez de vous réaligner pendant que vous êtes en activité ou avant de vous lancer, ce qui pour moi a beaucoup d'importance, c'est l'intention et le pourquoi. Alors ça rejoint ce que je vous ai dit au début, hein, ne pas fuir, mais mon pourquoi, il est très très fort. Je vous en ai parlé juste avant, hein, c'est vraiment de permettre aux personnes concernées par toutes ces singularités de s'épanouir, et je vais même aller plus loin, de contribuer à un monde meilleur, parce que quand vous vous épanouissez, que vous pouvez rentrer plus facilement en lien et en communication avec les autres, vous rayonnez ça alentour de vous, à vos enfants, à votre famille, à vos amis, aux gens que vous rencontrez. Et pour moi, c'est ce rayonnement et tout ça qui fait que on participe chacun à notre niveau à un monde meilleur, parce que ça fait boule de neige dans le sens positif. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et une fois de plus, mon intention, la contribution que je veux apporter au monde, elle aurait pu, là, elle se traduit d'une certaine manière. Ça change chaque année. Hein, si vous me suivez depuis un moment ou si vous regardez mon parcours, vous pouvez voir que ce que je faisais il y a 6 ans et ce que je fais aujourd'hui concerne toujours le même public, avec la même intention. Il y a toujours un congrès d'Ouance, mais plein de choses ont changé. Alors, parce que c'est vraiment important pour moi de m'écouter quand je commence à m'ennuyer et écouter aussi les gens avec qui j'échange. Donc vous. Ça, c'est vraiment essentiel. Et ça peut prendre vraiment plein de routes. Alors, ça, c'est une partie qui peut s'adresser au préalable du lancement ou pendant le réajustement. Il y a d'autres éléments que je vais vous partager maintenant qui concernent l'aspect entrepreneur quand on est lancé. Moi, on m'a souvent dit, je n'ai pas écouté, mais je vous le redis parce que je trouve que c'était quand même un bon plan. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, et ça rejoint ce que Martin Latulippe m'avait dit, que je vous ai partagé tout à l'heure, de se focaliser sur un seul service et sur un seul canal et un seul public. Donc un seul service. Les conseils qui m'avaient été donnés par une autre personne, Romain Collignon, c'était, Nathalie, tu te focalises sur le congrès d'Ouance, parce que c'est celui qui a son service qui a le plus de potentiel. Tu utilises une seule cible, ça c'est plus ou moins le cas, c'est les personnes qui viennent de se découvrir, qui ont toujours besoin de comprendre le haut potentiel. Et tu diffuses l'info via un seul canal, Facebook, parce que c'est le canal par lequel j'ai le plus commencé. Et moi, avec mon besoin de faire plein de trucs, etc., j'ai pas écouté, j'ai fait plein de trucs. Et aujourd'hui, je vais pas dire que je le regrette parce que ça a été une expérience, mais aujourd'hui, je comprends le sens. Et le sens, c'est d'arriver à assurer, on peut jamais s'assurer, mais d'aller le plus rapidement possible vers suffisamment de rentrées d'argent et donc une stabilité financière qui vous permette de recruter une première personne dans votre équipe et d'avoir les moyens pour pouvoir lancer les autres projets. Et donc moi j'ai fait pas mal de détours, voilà, je suis pas mécontente de les avoir faits, mais j'ai pas choisi le chemin le plus facile. Je me suis épuisée, j'ai perdu souvent beaucoup d'argent.
Et aujourd'hui, je comprends mieux. Ah bah, il a fallu que je passe par tous ces méandres. Donc voilà, je vous le redis, peut-être que vous n'allez pas avoir envie d'entendre, mais je trouve que c'était un bon conseil, même si je ne l'ai pas suivi à l'époque. Alors, la fameuse peur de manquer, fear of missing, non pas, alors de manquer d'argent, oui, ça c'est un piège qu'on peut avoir et une angoisse pour certains, mais notre marché est absolument passionnant aujourd'hui. Il y a des moyens de se faire connaître, des choses qu'on peut lancer, surtout quand on est curieux comme on l'est dans notre communauté, et donc on a envie de toucher à tout. Je suis excessivement vigilante à ça aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été, mais c'est pas parce qu'il y a un nouveau système qu'on vient de lancer moi j'ai pas mal de gens qui me disent tu devrais te mettre sur TikTok. J'arrive déjà pas à suivre avec tous mes réseaux sociaux, donc moi je me dis ok, probablement qu'il y a sur TikTok une belle communauté que je pourrais rencontrer, mais aujourd'hui je fais le choix de ne pas rentrer là-dedans pour pouvoir préserver mon énergie et pour pouvoir rester alignée et pas me noyer dans un truc en plus. Et je lâche la peur de manquer une partie du public. De toute façon, j'ai cette croyance et cette foi, certainement, en sens positif, que si quelqu'un doit me trouver ou trouver le congrès d'Ouan, c'est une de mes activités, il le trouvera. Et bon, voilà. Les gens sont pas que sur TikTok, ils sont sur plein de choses. Alors, je vous parle de TikTok, mais il peut y avoir des tas de choses qu'on vous propose, la nouveauté, ça marche bien, machin. Alors, par exemple, là, je suis en train de travailler sur un quiz, mais j'ai pris le temps de voir comment je pouvais le faire, ce qui serait juste, etc. J'ai pas foncé dans le truc tout de suite. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très important. D'autant plus qu'on est dans un marché assez versatile, dans une époque où il y a plein de nouveautés, plein d'infos, etc. Donc, choisissez par rapport à votre vision ce qui fait du sens, y compris les formations que vous allez faire. Moi, on m'envoie très souvent, les gens savent bien que j'adore les formations. Ah, ça, tu aimeras bien. Oui, mais en quoi ça va être en lien avec ce que je suis en train de faire maintenant au niveau de mon activité. Donc, je supprime aussi intéressante soit et attirante une série de formations. Ben, je ne les fais pas parce que ça ne rentre pas dans ma vision ou dans l'axe dans lequel j'avance. Ok. Alors, ça, ce sont les personnes qui veulent faire beaucoup de choses, mais il y a aussi celles qui, sur un moment donné, ne font rien. Dans une activité professionnelle, dans sa propre activité, il y a toujours des moments creux, des moments difficiles et des obstacles. Et il y a le contraire aussi, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Pas que, mais aussi. OK? Le pire, c'est de ne rien faire. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui conceptualisent, qui disent oui, si on fait ça, machin, qui réfléchissent. Donc, ils vous font un plan absolument extraordinaire, mais qui ne mettent rien en action. Et pour moi, c'est un des plus grands pièges de l'entrepreneuriat. Quand quelque chose ne va pas, ça ne veut pas dire que je dois virer de bord tout de suite. Mais quand je vois que je répète certaines choses et que ça ne va pas, je mets en place, c'est là où j'ai le pire, c'est de ne rien faire, je teste pour voir. Et ça, c'est vraiment pourtant super important pour moi. Si vous me suivez régulièrement, je fais au moins une fois par an une petite enquête. J'en ai fait une récemment pour savoir ce que vous vouliez. Et c'est super intéressant parce que d'une année à l'autre, ça peut changer. Alors surtout dans des climats comme les climats actuels, mais moi je trouve ça vraiment important. Je suis quelqu'un qui aime dire que je mets en mouvement parce que parfois, action, ça peut sembler trop dur. Mais si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Donc voilà. Hein, je reprends l'exemple des 3 premiers mois de mon activité. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon business, non, il tenait absolument pas la route si je le laissais comme ça. Ah bah voilà, j'ai été questionnée, j'ai testé, j'ai demandé, j'ai même fait des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. J'ai fait les enquêtes téléphoniques, il fallait que je rentre de l'argent. Donc bon, voilà, j'ai testé. J'ai confirmé que j'aimais pas ça du tout, mais voilà, en même temps, j'ai rajouté une compétence. Enfin, voilà. Une campagne pub ne fonctionne pas, ou les gens n'ont pas l'air d'être intéressés par un article ou un truc, bah voilà, je change, je teste un autre truc, et en même temps, ça répond
mon besoin de variété. Donc, mais faites-le avec une intention à l'esprit, parce que si vous changez tout le temps de visuel machin, il y a de la dispersion qui va être compliquée pour les personnes de l'autre côté, hein, les personnes qui vous suivent ou que vous voudriez qu'ils vous suivent et que vous suivent pas parce qu'ils ne savent pas que c'est vous, parce que ça devient trop confusionnant. C'est pas un mot français, je sais, mais voilà. Donc voilà, ça me semble vraiment quelque chose d'important. Alors, on peut pas ne pas parler, hein, j'ai un autre épisode sur le complexe de l'imposteur que vous pouvez écouter, mais évidemment, je peux pas ne pas en parler dans cet épisode. Le complexe de l'imposteur, c'est toujours avoir l'impression qu'on n'est pas assez ou qu'on n'en fait pas assez. Et donc, ça peut se traduire dans des formations. Combien je n'ai pas entendu. Alors moi, je suis beaucoup entourée de personnes qui sont dans l'accompagnement. Oui, mais tu vas voir ça, je vais faire cette formation-là parce que ça va me permettre, et je l'ai fait aussi, hein, ça va me permettre avec telle personne de pouvoir adresser tel type de problématique, etc. Oui, mais je ne suis pas encore tout à fait au point, donc je vais encore me former sur ça. Et en fait, vous serez jamais tout à fait au point. Je ne suis pas tout à fait au point. Et donc, ce qui me semble vraiment important, en tout cas sous l'axe des formations, c'est de se questionner, sous l'axe du syndrome de l'imposteur, de se questionner, est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur et cette impression qu'on n'est pas assez qui joue, ou le besoin réel de se former à quelque chose de spécifique. Moi, j'ai fait récemment une spécialisation en supervision. J'ai déjà été formée à la supervision, mais j'avais besoin de voir autre chose et ça correspond bien au projet que j'ai de lancer une activité professionnelle pour les professionnels de l'accompagnement, de lancer une formation. Et donc, je l'ai faite pour me réaligner, parce que je savais qu'il me manquait certaines choses, j'ai été les chercher et je savais pertinemment bien ce que j'allais chercher. Alors oui, il y a peut-être encore un tout petit peu le syndrome de l'imposteur, on ne sait jamais, mais je prends le temps aujourd'hui de me dire pourquoi je fais, quel est le sens que je donne à une formation. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que l'argent, le temps, l'investissement que je vais y mettre va vraiment être un retour sur investissement réel ou une illusion créée par le syndrome de l'imposteur? Alors, ça me mène à cet espace de croissance absolument incroyable qu'est l'entrepreneuriat. Pas forcément toujours facile, mais ça vous fait travailler sur plein de choses, sur la critique. Parce que moi aujourd'hui, au plus évidemment je suis visible, au plus je suis confrontée à la critique, au regard de l'autre. C'est pas pour rien que j'ai beaucoup travaillé ça. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai pas publié un livre plus tôt. Je pense que je n'étais pas prête à essuyer des critiques, des retours, et on en a. Hein, il suffit d'aller voir sur Amazon les points négatifs, et puis il y a des gens qui sont très très virulents aussi. C'est quelque chose de personnel. Ça, c'est pas forcément adressé à Nathalie Alsten, mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Aussi, qu'est-ce qu'on fait quand l'argent rentre pas? Parce que ça vient titiller toute notre insécurité. Jusqu'où on apprend à se faire confiance? Il y a moi une phrase qui me revient souvent quand je suis moins connectée à cette peur aujourd'hui, mais quand même de temps en temps. Et je me dis toujours, mais Nat, avec tout ce que tu sais faire, tu sauras toujours te débrouiller. Et ça, c'est ma phrase qui, moi, m'apaise. Je me suis toujours débrouillée, même dans des moments très compliqués, à faire. J'ai vendu de la lingerie à domicile. C'était pas parce que ça avait du sens pour moi, c'est parce qu'il fallait que je rentre de l'argent et qu'une opportunité s'est présentée. Je l'ai déjà dit dans d'autres endroits. Je l'ai fait avec cœur. Parce que tant qu'à faire, autant apprendre, autant aller à la rencontre des gens. Et j'ai bien aimé. Ne me redemandez plus de vendre de la lingerie à domicile aujourd'hui, sauf que peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui se présentera et que je déciderai de le refaire, je ne sais pas. Je peux jamais dire non. Mais donc, comment vous faites quand l'argent ne rentre pas? Même chose si vous travaillez avec un associé, je trouve important. Moi, je me suis associée avec quelqu'un sur un projet. Et on avait défini les contours de notre collaboration et de ce qui se passait si ça ne marchait pas. J'ai récemment vu quelqu'un qui parlait de ça et c'est tellement important de clarifier ça avant. Parce que ça permet de maintenir une relation, une chouette relation, même si on décide de se séparer au niveau du projet en question, et de faire les choses en douceur et avec quelque chose de plus paisible. Donc voilà. C'est aussi un espace de croissance quand
En tout cas, moi, c'est venu me chercher quand les gens répondent pas. Quand je dis quand les gens répondent pas, c'est quand vous essayez d'avoir des prix en tant que fournisseur ou que vous faites un suivi quand j'avais mon magasin de cadeaux, déco, les articles qui rentraient pas. Comment vous avertissez le client, comment vous traitez les réparations, les casses, les colis qui sont pas arrivés à temps, comment vous négociez avec des fournisseurs quand ils vous livrent pas, quand il y a des changements de prix, des choses comme ça. Ce sont tous des espaces de croissance euh, qui sont pas forcément confortables, mais je trouve que c'est important d'avoir ce regard-là, ce regard de cet espace de croissance. Alors, c'est sûr que ça parle aussi hein, je vous parlais d'argent. Se lancer à son compte, ça, c'est de toute évidence est nécessaire de travailler sa relation à l'argent et sa propre valeur. D'où travailler le syndrome de l'imposteur, d'où éventuellement s'entourer de personnes qui peuvent vous aider là-dedans, vous accompagner en tout cas là-dedans. Souvent, ce que j'entends, c'est des gens qui imaginent facturer, en tout cas dans l'accompagnement, au résultat ou à la performance. Et ce qui se passe très souvent chez les personnes au potentiel, c'est que il faut pas nécessairement beaucoup d'efforts. Donc en fait, on vous paye pas pour les efforts que vous fournissez. On vous paye effectivement sur un résultat attendu, même si on sait qu'un accompagnant n'a pas une obligation, un coach en tout cas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Euh, on vous paye sur une relation de confiance, sur probablement une expertise. Et c'est là le piège, c'est que au début, on peut sous-facturer par peur de ne pas avoir de clients. Et je suis pas sûre que ce soit ça qui soit la meilleure manière de faire. Donc, trouver ce bon curseur, ça demande parfois d'être accompagné. Et j'insiste sur ça. Moi, en tout cas, quand j'accompagnais en individuel, il y a eu tout un parcours et il y a eu un moment où je sentais que le prix que je demandais n'était plus juste et où j'ai augmenté. Il y a eu des moments où on m'a encouragé à augmenter et j'étais pas alignée, donc les gens refusaient. Mais ce que je sais, ce qui a marché, c'est au moment où j'ai été alignée, que au plus j'ai pu admettre ma propre valeur, et ma propre valeur, elle ne s'est pas traduite par plus de formation, d'expérience, plus de. C'est juste être conscient de ce qu'on peut transmettre. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui ont un vrai plus à transmettre, à offrir aux personnes qui travaillent avec elles. Donc je pense que c'est tout ça qui fait. Alors, ça mériterait également un épisode sur l'argent, hein, mais voilà. L'argent n'est pas tout non plus, hein, donc cette balance entre ce qui vous passionne, ce qui vous nourrit, ce qui parfois vous ennuie aussi. Moi, ce que j'entends quand même, c'est pas mal de personnes qui vont dans le piège. Je fais les choses parce qu'elles me rapportent de l'argent, mais ça ne me passionne pas. Ça, sur le long terme, ça peut pas durer. En tout cas, dans mon expérience. Voilà. En question financière, c'est une vraie question à réaborder à un autre moment. Euh, Même chose, je vous parlais de tester ça, plus tôt au démarrage. Euh, Pensez vraiment à tester, je réinsiste là-dessus. Euh, Ça peut prendre plein de façons. Quand j'envoie un mail, je peux envoyer un mail à la moitié de ma communauté avec un titre et un mail avec un autre titre et voir, tiens, mais qu'est-ce qui a plus parlé aux gens? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le plus de taux d'ouverture? Est-ce que quand j'envoie à telle heure, j'ai un meilleur taux d'ouverture qu'à un autre moment? Et c'est important parce que ce sont tous les petits détails. Moi, j'aime dire que la somme des détails fait la différence. Sans vous coincer, bien entendu, mais voilà, peut-être, soyez vigilants à cet aspect-là des choses. Et pour moi, c'est important de s'entourer pour pas faire ça tout seul. Donc, pour moi, si je devais résumer l'entrepreneuriat, c'est rester agile parce que, surtout aujourd'hui, on nous demande de l'agilité. Je pense qu'il n'y a rien de pire. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la rigidité. L'agilité m'a souvent sauvé la mise et m'a beaucoup aidé, mais tout en restant aligné. Et aligné, ça sous-entend que vous vous connaissiez bien et que vous soyez au clair avec vos valeurs, ce qui est juste pour vous, quelle est votre vision, à quoi vous avez envie de contribuer, par exemple. OK?
Voilà. J'avais envie de faire un petit récapitulatif sur les points qui pour moi sont importants. Euh, alors, c'est vraiment un résumé, mais de points essentiels. Si je devais dire ce que je trouve vraiment génial dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le bonheur de contribuer. Ça, c'est vraiment en tête de liste, hein, au-dessus de la montagne. La satisfaction de faire beaucoup de tâches, enfin beaucoup, en tout cas d'être multitâche et de pouvoir adapter mon activité à mes besoins et de pouvoir la faire évoluer et aux besoins aussi des personnes que j'ai en face de moi. Euh, alors, le retour du public, même si c'est pas mis en premier lieu, mais ça fait plaisir évidemment. Un congrès d'Ouance me prend un bon shoot de boost pour plusieurs mois. Euh, Même si j'ai appris aujourd'hui à pouvoir me détacher de ça et si je ne l'avais pas, de pouvoir avancer. Mais on va pas se mentir, hein. Quand ça arrive, c'est vraiment génial, évidemment. Et donc, il y a tout ce choix de vie, y compris, bah, moi, c'est travailler à la maison, d'avoir été capable de m'installer à la campagne, de choisir mes horaires. Ça veut pas dire que je bosse moins, hein, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, j'ai le choix. Hein, c'est cette notion de choix qui pour moi est vraiment importante. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle je me suis lancée. Alors, à contrario, il y a aussi des choses un peu moins évidentes qui peuvent même parfois sembler contraignantes. Bah, ça demande beaucoup de travail. Moi, je suis une bosseuse, j'ai été élevée comme ça, donc c'est un peu dans mon ADN. J'aimerais bien pouvoir lâcher ça à certains moments, d'ailleurs. Mais je connais honnêtement personne, aucun entrepreneur à n'importe quel niveau, que ce soit un magasin, un business en ligne, un petit truc, un gros truc. Je n'en connais aucun qui m'ait dit que ça avait été facile, que ça n'avait pas été beaucoup de boulot et qu'il ne s'était pas pris des obstacles à un moment ou à un autre. Je n'en connais pas. Mais ceux qui ont des belles histoires entrepreneuriales sont aussi ceux qui ont eu cette capacité d'apprendre de tout ce qui se passait, de rebondir, d'évoluer et de prendre ce chemin-là comme un chemin de développement personnel, voire même spirituel. J'aurais presque envie de dire ça. Et donc oui, dans l'entreprise, dans l'aventure entrepreneuriale, il y a des hauts, il y a des bas. On grandit, c'est pas forcément simple toujours, mais on grandit quand on prend le soin d'être attentif et d'évoluer. Et oui, il y a des enjeux sur le chemin, mais j'ai envie de résumer en disant que j'ai pas dit que c'était simple, mais ça en vaut la peine. C'est vraiment ça, en fait. Alors, en conclusion, ben oui, c'est un fabuleux chemin de croissance. Vous l'avez compris dans ce que j'ai envie de transmettre. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas une réponse aux situations que nous fouillons, mais c'est une manière, à mon sens, absolument passionnante de contribuer au monde. C'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, si vous avez été intéressé par cet épisode et que vous souhaitez découvrir les articles, l'actualité du haut potentiel, de l'hypersensibilité, eh bien, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à télécharger gratuitement notre magazine Regard Pluriel et vous le trouvez via le lien www.emotif au pluriel talentueux avec un x donc.com /magazine, je répète, émotif talentueux.com magazine avec un tiret au milieu entre émotif et talentueux. À bientôt, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle thématique. À bientôt.